Lucie, bienvenue. Merci d'avoir accepté de faire cette interview, la troisième interview pour la chaîne. Donc merci encore une fois à tous d'avoir posé vos questions pour Lucie que je vais maintenant retransmettre. Donc on y va. Première question, tout simplement, je pense que quand j'ai présenté ton métier et annoncé ta venue sur la chaîne, les gens n'ont peut-être pas tout à fait compris ce que c'était comme métier et si tu passes très bien dans la chaîne de production d'un dessin animé. Donc tout simplement, c'est quoi un premier assistant réalisateur? Alors, il faut savoir que le réalisateur, comme tu as pu le voir avec Ahmed Guerwache, a énormément de tâches à voir. Donc ça va de la narration à la mise en scène et tout ça. Donc quand je travaille sur un épisode avec un réalisateur, j'essaye de faire en sorte qu'il ne se pose aucune question sur comment ça va être fait, quelle technique on va employer. Ça, c'est moi qui me charge de cette partie. Et donc voilà, et en plus, donc ça c'est la première partie, c'est avoir une cohésion vraiment sur toute la série, garder la vision du réalisateur de bout en bout. Et en plus de ça, mon travail c'est de fournir du travail à tous les designers qui forment l'équipe, donc que ce soit au décor, au personnage, en accessoires, en FX. Voilà. Nous en série, donc on a un épisode par semaine typiquement. Et donc, à produire. D'accord. Et donc moi en tant que première, avant que la semaine commence, je découle mon épisode. Je dis je vais avoir besoin de tant de décors, tant de personnages, pour tel personnage. C'est-à-dire que tu reçois un storyboard ou un animatique, donc le storyboard monté, un peu animé, tout ça. Et tu dis, il utilise une bouteille, donc ça tu le notes, c'est un accessoire. Et donc par exemple, si la bouteille, moi on l'a pas, donc il faut qu'on la crée, je regarde toutes les vues dont on a besoin. Par contre, si à un moment donné, il utilise par exemple un marteau, bon on n'a pas de marteau, mais on a une petite massue et ça peut faire l'effet. Du coup, je dis non, on va pas créer une massue juste pour ça, on va pas créer un marteau juste pour ça, on va réutiliser la massue. Donc parce qu'il y a aussi un concept économique, donc il ne faut pas créer pour créer, donc il faut penser à la prod dans son ensemble. Et donc par exemple, donc je dis on a besoin d'un décor dans une grotte, dans une vue puis dans le reverse, on a besoin de telle vue, on a besoin d'un personnage rhabillé comme ceci, on a besoin d'un personnage plus jeune, on a besoin d'un personnage éclaté contre un mur, tout ça. Donc je liste tout ça, tout en se souvenant des épisodes qu'on a fait précédemment, voire de la saison qu'on a fait précédemment. Parce qu'il y a des trucs que tu peux réutiliser peut-être, qui ont déjà été créés, d'accord? Exactement, on peut pas faire en double. Et voilà, donc moi je liste tout ça, c'est ça qui va former le noyau du travail que feront nos équipes sur place. Et donc après mon second, il va m'aider à tout préparer, à faire en sorte de rien oublier, à suivre au jour le jour les gens, à répondre à leurs questions, ce genre de choses. Du coup, moi je me posais la question, est-ce que premier assistant réalisateur c'est une étape pour devenir réalisateur après? Est-ce que c'est comme une hiérarchie, tu as le premier assistant et puis un jour il franchit cette étape et il devient réalisateur lui-même? Est-ce que ça marche comme ça? Oui et non. C'est-à-dire que moi je fais partie d'une catégorie d'assistants réalisateurs qui ne dessinent pas. Donc j'ai vraiment une capacité à faire des choses techniques et pas que. C'est-à-dire que je peux superviser de l'artistique mais jamais en intervenant. Du coup, je pense que pour moi, typiquement, ça peut être assez dur de devenir réalisateur. Mais j'ai aussi connu des premiers assistants réalisateurs ça dépend aussi des boîtes pour lesquelles je n'ai pas le profil pour être première assistante, parce qu'ils cherchent des assistants réalisateurs qui rentrent dans les épisodes, qui rentrent dans les storyboards, qui font du layout, ce genre de choses. Donc je pense que ce genre de personnes-là, effectivement, sont amenées à être réalisateurs. Pour moi, c'est pas que j'en ai pas l'ambition, mais je pense que ce sera beaucoup plus dur et c'est pas dit que ce soit accessible. Du coup, si ça fait pas partie d'une étape, est-ce que premier réalisateur c'est un truc genre tu fais des études pour apprendre à être premier assistant et tu fais que ça, ou est-ce que tu peux passer par d'autres métiers, t'es premier assistant puis après tu vas faire du storyboard, puis après tu reviens premier assistant ou tu vas faire autre chose? Je sais pas s'il y a des écoles pour ça, je voudrais pas m'avancer en disant que non, mais à ma connaissance je crois pas. Je sais qu'il y a une formation au Gobelin, la LGPA, donc c'est une formation plus axée production. Mais en tout cas, moi j'ai appris mon métier sur le tas. D'ailleurs, à la base, je viens de la production. Je me suis axée ensuite vers la réalisation, mais ça m'intéressait beaucoup plus. Donc j'ai vraiment tout appris sur le tas. Donc j'ai commencé en tant que seconde, j'ai fait une prod et demie, on va dire. Et après, c'est parti quoi. Donc c'est pas. Donc t'as commencé seconde assistant réalisateur. C'est quoi la différence entre premier et second? Du coup, le premier assistant, le second assiste le premier, on va dire.
et il fait tout ce qui est les tâches au quotidien, c'est-à-dire la préparation des fichiers, le suivi des équipes, surveiller qu'il manque rien. Par exemple, si j'ai besoin d'un props, un marteau, que je le vois de face puis de dessous, il faut vérifier qu'on a bien la vue de dessous. Donc c'est aussi le travail du premier de vérifier ça, mais on n'est jamais trop de deux. Donc le second, c'est vraiment, c'est l'étape avant de devenir premier. C'est comme ça que j'ai tout découvert, tous les tenants, tout ce qu'il fallait, tous les petits trucs auxquels penser, quel truc qu'on aurait oublié quelque part dans un plan. C'est du travail de... Je sais pas comment dire sans rentrer dans les termes techniques en fait. C'est le travail du quotidien de la prod pour rien oublier en fait. Et en plus de ça, la partie la plus importante du second, c'est qu'il fait la banque. Donc la banque, c'est une fois qu'un épisode est fini, validé, on met tout dans une banque. Je sais pas comment trouver un catalogue. Oui, une banque de données, voilà. Dans une banque de données pour que justement moi après quand j'ai un autre épisode à faire 3 mois plus tard et que j'ai oublié quel truc on avait fait 3 mois avant, je suis là, ah oui non mais ça c'est bon, le caddie on l'avait déjà, on a une moto, ah mince par contre, on n'a pas le 3 quarts d'eau, donc il faut qu'on repasse le banque en face. D'accord, il faut le recréer, de redemander à des artistes de le créer, d'accord. Donc en fait si je comprends bien, il n'y a pas forcément toujours un second assistant réel. Non. Il y a toujours par contre un premier assistant réel au moins pour faire ce travail. Je suis pas sûre parce que j'ai parlé à des réalisateurs qui étaient essentiellement dans la pub qui ne comprenaient pas mon travail. Donc je pense que parfois, selon les boîtes, il peut être fait par les personnes dans la production. Je pense. Je connais aussi des premiers qui n'ont pas de second effectivement, mais c'était beaucoup de travail. Pour le coup, c'est vraiment... ça dépend des configurations. D'accord. Le premier assistant, c'est la même chose dans l'animation que dans d'autres domaines, pas forcément la pub, mais la fiction par exemple, le cinéma, tout ce qui est le live. Ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est... donc nous c'était déjà pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas de préparation de tournage et de tournage. Et ce qu'on fait, ça s'étend sur la longueur. Enfin, moi, quand je fais une production, ça dure entre 1 an et demi, parfois 2 ans. Et c'est vraiment un épisode. Donc si on a une série de 52 épisodes, c'est 52 fois la même tâche. Alors qu'un premier assistant réel dans le live, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que lui, il va prendre un scénario, il va le lire, et sur ce scénario, il va créer un plan de travail. Donc c'est un peu le même principe sur le fond, c'est-à-dire qu'il dépouille les décors, il dépouille les acteurs, il dépouille les costumes, tout ça pour essayer de regrouper tout pour que ça coûte le moins cher, que ce soit le plus pratique possible. Mais moi, je suis incapable de faire ça. À l'heure actuelle. D'accord. Donc c'est une base commune qui est très technique et qui est effectivement savoir tout ce qui est nécessaire pour produire l'épisode ou la séquence ou quoi. Après, c'est très différent parce que dans la fabrication, c'est pas du tout la même chose. Non, alors je me demandais si dans la stop motion, ça se rapprochait pas plus du live, parce que je suppose que comme ils construisent des décors, des puppets, tout ça, peut-être que ça se rapproche plus du live. Mais par exemple, une des plus grosses différences, c'est que dans le live, c'est le second assistant réalisateur qui va s'occuper des petites cuillères, des fourchettes, tout ça à mettre sur la table, qui va rentrer vraiment dans le détail de tout ce qu'il faut dans un décor. C'est-à-dire que le premier, il a vraiment la visualisation globale de ce qu'il faut faire, et c'est le second qui rentre dans les détails, alors que dans l'animation, c'est le premier qui doit penser à tout. Et disons que la cuillère, en fait, c'est pas un détail pour le coup, c'est vraiment... c'est vraiment en premier lieu parce qu'on n'a pas le lieu de tournage, on n'a pas d'acteur en fait. Donc, c'est vraiment pas... Enfin, c'est pareil, mais à la fois c'est pas pareil quoi. D'accord. À quel moment, déjà, quelles ont été tes études et à quel moment tu t'es décidé je vais aller plutôt dans le cinéma ou plutôt dans l'animation? C'est quoi ton parcours? Juste après le bac, en fait, j'avais hésité entre les Gobelins et le cinéma, et à l'époque je voulais être la nouvelle Tarantino, donc finalement je suis plutôt allée vers le cinéma. Et donc j'ai fait l'ESRA, qui est une école privée de cinéma. À l'issue de l'ESRA, je suis montée à Paris, j'ai fait une fac de cinéma pour essentiellement faire des stages. Donc j'ai fait des stages dans des boîtes de prod de cinéma et tout, ça m'a pas vraiment plu. D'accord. Et en parallèle de mes études, pour mes études, j'avais un mémoire à écrire et j'ai décidé de faire un mémoire sur Pixar. Parce que les dessins animés, ça m'avait toujours passionné. Et donc j'ai écrit ce mémoire sur les méthodes de production de Pixar. Je me suis dit, mais c'est trop bête, pourquoi j'essaierais pas la production en dessin animé quoi. Et du coup, j'ai fait un stage chez Xylan. D'accord. Une boîte française de dessin animé. Et en fait, ça a été le coup de cœur absolu quoi. D'accord. L'ambiance, le médium, tout, ça a été extraordinaire. Vraiment, c'est la révélation quoi. Du coup, j'ai complètement laissé tomber le cinéma.
Et puis depuis, c'est dessin animé, quoi. Donc j'ai vraiment littéralement tout appris sur le tas. Et donc moi j'ai débarqué sur Flapacha, où es-tu, saison 1. Donc c'était une série pour les enfants hyper cool. C'est sur France 5 ça, je crois. Ouais. Donc j'ai débarqué sur la saison 1, donc à l'époque assistante de prod, j'étais au fin fond de la salle, voilà. Et au fur et à mesure, j'ai été embauchée sur cette série-là. Et j'ai terminé la série en étant un peu seconde assistante réelle. D'accord, déjà. Déjà, ouais. Il y avait la seconde a dû partir sur un autre projet, donc du coup, on m'a dit ah, Lucie, est-ce que tu veux essayer donc, du coup, j'ai essayé de faire ça, ça m'a vachement plu. À l'issue de ça, j'ai directement enchaîné sur Hubert et Takako, toujours chez Exilam. Donc pareil, même format, non c'était du 7 minutes. Flapacha c'est du 12 minutes. Hubert c'est du 7 minutes. Donc hyper cool aussi. Ça m'a beaucoup appris. Parce que du coup c'était d'autres équipes. C'était d'autres équipes, un autre réalisateur avec un niveau d'exigence très haut. Donc pour le coup ça a été hyper formateur, j'ai beaucoup appris. Et là pareil, j'ai fait assistante de prod, assistante réal, du pré-compositing. D'accord. J'ai pas mal navigué. Et c'est à l'issue de cette production que justement j'ai dit maintenant ça suffit, j'arrête la prod, c'est chouette mais je veux voir autre chose. Et donc du coup je me suis dit prochaine production je vais être assistante réelle. Et donc du coup ils ont lancé la saison 2 de Flapacha sur laquelle j'ai postulé en tant que seconde. Donc j'ai travaillé avec la première aussi de la première saison. Et c'est elle aussi qui m'a tout appris. Enfin moi c'est vraiment mon modèle, tu vois, je veux comme elle plus tard. Donc, du coup elle m'a tout appris. Et pareil, j'ai terminé la saison un petit peu en faisant un peu du travail de première, des dépouillements, tout ça. Et à l'issue de Flapacha 2, j'ai changé de boîte. Donc je suis partie chez Gaumont Animation faire mes preuves en tant que première pour la première fois officiellement. Donc c'est sur Furry Wheels qui est actuellement en production. Furry Wheels c'est pour Disney? C'est pour Disney UK et France Télé, mais je crois que c'est France 3. France 3, d'accord. Ouais. Et donc du coup ce sera diffusé je pense dernier trimestre 2017 ou premier trimestre 2018 parce qu'on est à peine de finir le premier épisode donc ça c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, donc c'est ma 4e série, toujours en 2D avec cette fois-ci un peu l'intégration 3D parce que voilà, donc j'ai jamais fait de série intégralement 3D, je sais pas si j'en ferai une un jour peut-être. Mais c'est un super challenge aussi parce que déjà d'avoir les épaules pour faire ça, puis c'est hyper du challenge aussi. Hyper du challenge. Donc c'est super intéressant. En fait, t'es partie du cinéma et plus d'un côté production. Et puis t'as eu la possibilité de te rediriger vers l'animation et vers un truc un peu plus réalisation quand même. C'est surtout... Ouais, donc à l'époque où j'étais en prod, j'aimais bien. En fait, je me rendais compte que je suivais pas vraiment, je voyais des épisodes, je savais même pas de quoi ça parlait, on n'a pas le temps de voir les histoires et tout. Ça m'a vachement attristée, parce que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment c'est le côté artistique du média quoi. Et le truc c'est que, sachant que je ne dessine pas, que j'ai pas de formation pour ça, je trouve qu'assistant réel c'est vraiment un des métiers qui permet de pouvoir un peu toucher à l'artistique, de superviser l'artistique sans avoir à dessiner soi-même, on va dire. D'accord. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai décidé de bifurquer tout simplement. Donc je suis repartie de zéro, mais je ne regrette pas une seule seconde. Du coup, de ce que j'ai compris, finalement, c'est pas nécessaire d'avoir une formation artistique pour le métier que tu fais. Non. D'accord. Clairement pas. On peut très bien se cantonner à faire tout le temps, à ne pas faire d'artistique sur toute une carrière, je pense, en tant qu'assistant réel. Après, il faut voir les besoins aussi, les besoins de production. Il y a des postes d'assistant réel qui sont ouverts auxquels j'ai postulé, sauf qu'en fait, il faut savoir dessiner. Oui, c'est le chat, on le voit pas, mais il est toujours là. Du coup, il faut savoir dessiner, donc c'est le genre de postes qui font que moi-même, pour pouvoir aller plus loin, j'ai envie de me dire maintenant, ce serait bien que tu t'y mettes, que je me mette au dessin, tout ça, pour pouvoir prétendre à des postes un peu différents, pas forcément plus élevés, mais au final, parce que là, à l'heure actuelle, je me dis, j'adore ça, je veux faire ça tout le temps, mais peut-être que dans 20 ans, je serai un petit peu lassée. Donc c'est vrai que il y a toujours cette envie de voir un peu plus loin, mais je pense qu'effectivement, sans savoir dessiner, il n'y a aucun souci, quoi. D'accord. Vraiment pas. Du coup, tu dirais que c'est quoi les compétences nécessaires pour faire ce que tu fais? Il faut être organisé, il faut avoir de la mémoire, il faut être intéressé par l'image, il faut avoir une certaine sensibilité à l'image, je pense. Bien que ce soit pas
condition sine qua non. Faut aussi avoir un très bon relationnel, parce que mine de rien, on gère une équipe de 15-20 personnes. Donc faut arriver avec le sourire le matin, faut avoir pêche, faut savoir parler, communiquer avec les gens, leur dire quand ça va pas, faut savoir... Enfin, je pense que ça s'assimile un peu à être un chef de projet, quoi. D'accord. C'est des compétences plus relationnelles et humaines que vraiment... Après, évidemment, enfin moi, là ça fait 3 ou 4 fois que je fais des productions en 2D, en flash. Voilà, donc évidemment après il y a ces compétences techniques là, c'est-à-dire que si demain on me propose une prod en 3D, bon bah, je vais avoir un petit train à rattraper, mais ça se fait, enfin il n'y a pas de souci. Donc c'est des compétences sur des logiciels, des compétences sur... Mais ça c'est, enfin pour moi ça prend très vite, c'est plus des compétences humaines qu'il faut avoir. D'accord. Oui, donc tu nous as expliqué que finalement c'était un métier, il pouvait être purement technique et puis il pouvait aussi avoir des composantes artistiques. Est-ce que toi c'est déjà arrivé que t'aies à faire valoir ton avis? Est-ce que tu peux faire valoir ton avis, notamment même ta sensibilité artistique vis-à-vis de celle du réal? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce que parfois tu peux taper du poing sur la table ou pas du tout? Je pense que déjà ça dépend du réalisateur avec lequel tu travailles. Je pense qu'il y a moyen. Après, je vois pas l'intérêt de faire prévaloir ma sensibilité artistique parce qu'au final, je travaille pour lui et pour sa série et pour justement sa sensibilité artistique. Après, il y a des réalités de production qui font que parfois, sur un plan, pour un gag, pour un truc, il faut créer quelque chose qui va monopoliser plusieurs gens pendant plusieurs jours. Enfin, tout ça pour un gag. Enfin, après. Voilà, le gag en question, il peut être très bien, donc c'est toujours jugé, mais ça m'est déjà arrivé de dire, bon là, ce truc, ok, ça fait l'anecdote, c'est dans le fond, mais est-ce qu'on peut pas le virer? Parce que nous, l'épisode, il est déjà chargé pour le mec au FX, est-ce qu'on peut pas lui enlever, ça m'est arrivé sur la série, est-ce qu'on peut pas lui enlever ce FX d'un mec qui éternue de la glace juste pour un gag, alors qu'il est déjà, il a du travail par-dessus la tête, ah ouais, bon d'accord. Donc c'est plus en termes de faisabilité, de qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qui est important. Et par exemple, s'il y a un truc qui moi, techniquement, je sais que ça va prendre du temps aux gens et que le réalisateur n'en a peut-être pas conscience, là, à ce moment-là, je vais lui dire, oui, juste pour le ramener un peu à la réalité de la chose. Mais ça m'est jamais arrivé, je pense pas que ça m'arrivera de devoir dire à un réalisateur, écoute, je préfère t'imposer ma vision artistique à moi parce que j'estime que je suis pas là pour ça. Évidemment, on peut en parler, des fois, il me demande mon avis, des fois, je me dis, oh, ça, j'aime pas trop, mais ça va pas plus loin. Enfin, je vais jamais demander à ce qu'on retire quelque chose pour ce que je préfère, quoi. D'accord. Donc j'ai l'impression que ton métier t'es vraiment entre le réal et les équipes, donc c'est les équipes de designers qui vont créer les personnages, les accessoires, les décors, les FX, donc les effets spéciaux. Donc t'es entre les deux, bon tu fais pas écran, c'est pas le but, mais du coup en fait tu nous parlais tu nous disais que tu gérais une équipe d'une quinzaine de personnes. Comment ça se passe, gérer une quinzaine d'artistes? Alors qu'en plus tu fais attention à leur planning, j'imagine, le temps qui passe sur chaque chose et ce que ça va coûter à la production. Ouais. Ça se passe plutôt bien, on va dire. C'est-à-dire que je veille au temps qui passe dessus, je fais remonter les informations à la production, mais s'il faut taper sur les doigts, bon, c'est pas mon rôle, donc ça va, j'ai plutôt le beau rôle, on va dire. C'est plutôt la production. Qui tape sur les doigts? La production, donc chargée de prod, directrice de prod. Donc pour ce coup-là, j'ai plutôt le beau rôle. Comment ça se passe de gérer des équipes? C'est faut faire attention, faut être à l'écoute, voir si quelqu'un a trop de travail, être sûr qu'on sait que c'est pas de sa faute et qu'on lui demande pas forcément de rentrer obligatoirement dans les... Enfin, on a tendance à oublier que les gens sont des gens et que c'est pas juste des petites cases sur un calendrier. Donc voilà, ça peut arriver qu'un jour on va avoir un épisode qui est plus lourd qu'un autre et donc du coup forcément ça va dépasser. Donc moi mon rôle il est plus du coup de faire remonter les informations à la production de pourquoi ça dépasse et voilà, pour pas acculer le pauvre designer qui n'est pour rien s'il y a tout à coup 40 voitures à faire dans un épisode. Donc ça se passe plutôt comme ça, c'est vraiment répondre à des questions parce que du coup moi comme je suis un peu le cerveau on va dire de l'épisode, je centralise, je sais que tel truc on va le faire comme ça, etc., etc. Donc du coup c'est vrai que les gens sont pas forcément dans ma tête, donc ils savent pas comment j'ai prévu de fabriquer les choses. Donc s'ils viennent me voir, c'est des questions, c'est être toujours disponible au maximum, j'essaye.
je gère pas vraiment, je suis leur référent, on va dire, mais je les gère pas, c'est-à-dire que je suis pas, ils ont pas de compte à me rendre, c'est-à-dire que voilà, je suis là pour eux, je leur réponds, de temps en temps je suis dans leur dos pour leur dire ah dis donc t'as fait ça, il m'en manque ça, ah t'as oublié ça, enfin ce genre de choses, mais c'est pas, je suis pas vraiment leur chef quoi. Ok. T'es pas leur chef et t'as une vision d'ensemble sur ce que est en train de faire chacun, à quel moment, ce qu'il va devoir faire après, et quand est-ce qu'ils rendent les trucs finis, etc. J'essaye de leur donner un peu une vision globale de ce qui se passe sur la série, même si là actuellement, enfin typiquement, on n'a pas une vision globale plus loin qu'un épisode, donc c'est vrai que c'est un peu dur, mais je suppose que dans des super prods où ça marche super bien, on doit avoir une vision globale à plus long terme, donc du coup tu peux dire aux gens bon bah tiens bon celui-là il est dur mais celui d'après il sera plus facile, enfin ce genre de choses quoi. D'accord. Et en gros si il y a une question qui se pose sur un épisode, t'es la personne qui est censée avoir la réponse de d'accord. Enfin actuellement je travaille aussi en binôme avec un directeur artistique. Et donc ça dépend effectivement si des fois il y a des questions de direction artistique, d'ambiance sur un décor ou quoi, enfin, pour le coup je peux donner mon avis, mais enfin il y a une différence, c'est-à-dire que je sais ce que veut le réalisateur, donc pour ça c'est moi qui réponds, mais en même temps le réalisateur fait aussi totalement confiance au directeur artistique. En fait c'est un entre-deux à trouver, donc c'est pour ça qu'on travaille à côté tous les deux, c'est parce que comme ça quand les gens viennent et posent des questions on est enfin à vous deux, en fait, voilà. À nous deux on dit bon bah va plutôt vers ça. Mais globalement, à nous deux, on est capable de répondre à toutes les questions. Sauf si nous-mêmes avons des questions pour les réalisateurs. Dans ce cas, c'est un poste super clé quand même. Ouais, je pense. Ouais. Enfin, j'espère. Non, mais oui. Non, mais de ce que tu me décris, si t'enlèves ce maillon-là, ça tient plus en fait. Je pense que c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cohésion, il y a plus. Enfin, c'est un peu le. Il serait perdu sans toi. Oui, c'est ça. C'est un peu le dawa. Mais je sais qu'il y a par exemple, il y a des productions où les gens font eux-mêmes leur déploiement. C'est-à-dire que la personne qui est aux accessoires prend le storyboard, elle regarde, elle dit ah bon un tournevis, je dessine un tournevis. D'accord, l'artiste lui-même fait. Voilà, donc je pense que ça marche, vu que ça se fait, mais en vrai ça me paraît assez inconcevable après à la fin de retrouver une cohérence d'ensemble. Ça peut dépendre peut-être de la taille de la série. Je pense que vraiment mon rôle sert de clé, de pont à tous les départements en fait. C'est-à-dire que par exemple, si jamais on a, parce qu'il y a souvent ce rapport de raccord entre les décors et les props. Les props, c'est les accessoires. Par exemple, comme on a pu le voir quand on était petit sur les Walt Disney, on savait quand le tiroir allait bouger parce qu'on le voyait. Il était différemment. C'est parce qu'en fait c'était un accessoire dans le décor. Et donc du coup il y a souvent des corrélations entre décor et accessoires. Et donc par exemple si la personne aux accessoires, si on a une chaise typiquement qui ne bouge pas et tout à coup elle bouge, il faut que la personne de l'accessoire attende que la chaise soit faite en décor pour la faire en accessoire. Soit exactement pareil. Et donc ça c'est le genre de truc où moi je centralise les informations justement pour éviter qu'elle fasse dans son coin et que finalement ça n'a rien à voir. Enfin, c'est vraiment, moi je bloque à mon niveau, j'attends que ce soit fait, que ce soit validé, puis après ça part à l'autre département et voilà. D'accord. Donc ça effectivement c'est un poste, enfin c'est un rôle, si j'étais pas là je sais pas comment ils feraient, bon après ils peuvent se parler entre eux mais c'est vrai qu'ils ont autre chose à faire que penser à ça alors que moi il n'y a peut-être pas le temps et alors que moi je pense qu'à ça. D'accord. Tout le temps. Toi, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ou dans le milieu de l'animation ou les deux? J'aime beaucoup l'ambiance. C'est une ambiance qui est comment pour toi? Qui est assez jeune. Jeune dans la tête plus que dans l'âge. J'aime beaucoup. C'est parce que c'est dur quand même. Enfin, c'est pas parce qu'on fait du dessin animé que c'est pas un vrai travail, ça reste un vrai métier, donc on a quand même des échéances, toutes les semaines il faut qu'on sorte des épisodes, donc parfois ça peut être assez compliqué, assez dur, surtout sur le long terme. Mais ce que j'aime bien c'est que, pas un seul jour je vais au travail en me disant c'est vraiment, l'ambiance est vraiment chouette, c'est détendu, c'est relax, parce que malgré tout, même quand on est un petit peu à la bourre au coin, on se dit on fait que du dessin animé, donc c'est pas non plus, c'est pas terrible. Mais je pense l'ambiance de travail, c'est pas... Je pense qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus durs que ça, donc pour ça j'aime beaucoup. Puis j'aime trop ce qu'on fait à la fin, quoi. Enfin, quand on voit un épisode terminé, c'est trop bien.
Ça te prend combien de temps, toi, avant que tu vois l'épisode terminé? Bah là, j'ai commencé à travailler en avril et le premier épisode est sorti en mars, 11 mois après. Et il n'est pas encore totalement fini, donc 11 mois. Quasiment un an Ouais, pour produire un quasiment, épisode. En fait, en gros, en moyenne, t'es présent sur la pré-production d'une série. Exactement. D'accord. Qui, dans le plus beau des mondes, dure un épisode par semaine. Donc, si on fait une série de 52 épisodes, en théorie, je suis partie pour un an, quoi. Avec plus ou moins un mois de vacances, tout ça. Donc, en principe, on part pour 13 mois. Mais là, je suis en train de faire un peu plus. Ça dépend. J'aurais bien voulu rester, par exemple, sur la série sur laquelle je suis jusqu'au compositing. Bon, c'est pas possible. Mais c'est toujours bien de suivre une série vraiment jusqu'au bout du possible. Après, la partie montage, post-prod, SFX, mixage, tout ça, c'est juste le réalisateur. Le premier assistant n'a rien à faire là. Mais ouais. D'accord. Mais sinon, en tant que tâche, qu'est-ce que tu préfères vraiment faire En tant que tâche. Il n'y en a peut-être pas, hein, précisément, mais si jamais t'en as une. Je réfléchis très fort. Je pense que c'est le dépouillement. D'accord. C'est vraiment c'est le moment où on reçoit l'épisode, on met à plat et on regarde tout ce qu'il faut faire. Tout tel truc, comment on va le faire, ça, mince, c'est l'interaction 2D avec la 3D, comment on fait, là il faut que je rajoute ça. Ah, tel personnage, on l'a déjà, ah mais mince, c'est vraiment, c'est la base en fait. C'est le point zéro de... En fait, c'est comme si tu recevais une recette de cuisine et t'avais tous les ingrédients et que tu... Ouais. Non, c'est plutôt comme si je recevais tous les ingrédients possibles dans un supermarché et que je devais choisir les meilleurs. D'accord. Pour faire le meilleur épisode, c'est plutôt ça. Ok. C'est genre, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit le mieux à la fin. Et des fois, c'est des petits challenges. D'ailleurs, je n'ai pas les réponses à tout. Je pense que parfois, j'ai fait des choix qui n'étaient peut-être pas si judicieux que ça. Mais il y a toujours quelqu'un le directeur artistique ou le réalisateur qui est là pour me dire. C'est une discussion ouverte. En fait. C'est ça qui est génial, c'est que ça évolue. Je pense que la façon qu'on a eu de faire le premier épisode n'aura rien à voir avec la façon qu'on aurait eu de faire le 27e ou le 28e. C'est ça qui est bien. Est-ce que tu peux nous dire, parce que ça intéresse des gens, ce que tu gagnes ou ce que gagne en moyenne un premier assistant réel, ce que ça représente, quel est un peu ton statut Alors, on est intermittent. Je pense que c'est pareil qu'on n'ait pas d'assistant réel en CDI. Donc du coup, on est payé à la journée. Et un salaire d'assistant réel en série, en dessin animé, va de, on va dire 140, 150 par jour euros en junior, jusqu'à 200, 210 en senior. Donc quand je parle senior, c'est au bout de 10 ans de carrière. D'accord. Voilà. Donc, ce qui fait à la fin du mois quelque chose d'assez raisonnable. Je pense qu'en long métrage, les salaires sont plus élevés. Je sais pas du tout. Il me semble. Et après, par contre, ça n'a rien à voir effectivement avec le live, où là c'est beaucoup plus. Globalement, la grille des salaires en animation est en deçà du live. De façon générale, surtout en montage, tout ça. Donc, mais bon, après c'est différent parce que voilà, quand je m'engage sur une prod, j'en ai pour 1 an et demi, 2 ans, donc je suis intermittente. Mais je travaille pendant 1 an et demi. T'as une certaine sécurité, stabilité, parce que a priori, tu sais que tu t'engages sur ça. Ouais. On a presque fini l'interview. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait débuter dans le milieu de l'animation ou même spécifiquement pour ton métier? Quel conseil? Regardez beaucoup de dessins animés, parce que ça aide beaucoup. C'est un peu le problème, c'est que maintenant quand je regarde les dessins animés, sauf celui qui est très très bon, où j'arrive à passer outre, mais maintenant je suis en mode je vois la façon de faire, je vois les décors, je vois les profs, je vois ils ont fait ça comme ça, c'est trop bien. Donc surtout regarder beaucoup de dessins animés pour se sensibiliser, je pense, à l'image, à comment on fait. Au bout d'un moment, ça devient assez instinctif. Et après, je sais pas, pour moi c'est vraiment un métier, c'est un métier du cœur, quoi. J'aime trop ça. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse faire ce métier-là. Par défaut. Par défaut, par dépit ou en attendant, quoi. Il y avait une question spécifique là-dessus, en fait, quelqu'un qui se demande si à 30 ans on a encore la possibilité de se lancer dans l'animation. C'est quelqu'un qui travaille déjà dans le dessin et qui aimerait revenir... Absolument, je pense qu'il n'y a aucun souci. C'est, en tout cas, moi, des boîtes que j'ai fait,
on regarde quasiment jamais l'école d'où vient la personne, on regarde pas vraiment son parcours en artiste, je parle. Enfin, on regarde uniquement le travail, quoi. Donc faites des books, faites des Tumblr, faites des blogs, faites tout ça. Alors évidemment, quand on a fait une école, c'est beaucoup plus simple, je pense, parce qu'on baigne dedans depuis qu'on est sorti du bac, mais je pense vraiment qu'avec beaucoup de volonté, on peut y arriver, il n'y a aucun souci. D'accord. J'espère. Parce que sinon, c'est Parce que la personne se demandait justement si il y avait... Enfin, si, moi, je connais pas ça, mais est-ce que tu connais des solutions de formation interne dans le studio? Est-ce qu'il y a des gens qui forment au décor, au storyboard Dans un cadre de production, c'est compliqué, parce qu'on a des délais qui font qu'on n'a pas le temps. Le problème, c'est que les formations passent souvent par des stagiaires. C'est-à-dire que souvent, on se dit, bon, on va prendre un stagiaire avec la volonté de le former pour le garder après. Et je sais qu'à partir d'un certain âge, quand on n'est plus dans un cadre scolaire, c'est un peu compliqué d'avoir des stages. Comment faire? Je crois pas qu'on ait ce genre de choses. Moi, ça me dit rien non plus. Après, voilà, enfin, je sais très bien. Mais après, ça dépend aussi des contacts, parce que je sais que là, on a des gens qui vont arriver, et c'est le chef, en gros, qui les connaît et qui prend en charge le fait de les former. D'accord. C'est des personnes qui n'ont jamais fait ce métier-là et qui vont être formées à faire ça. C'est très bien de faire ça. On peut être formé sur le tas, toujours. Voilà. Mais encore une fois, ça passe par un réseau. Je pense que si on te dit tout à coup, bon bah salut, tu vas être responsable de quelqu'un qui sait pas du tout faire le décor et tu vas devoir le chapeauter pendant enfin, ça n'arrivera jamais, c'est sûr. C'est en termes de rendement, en termes de... c'est difficilement réalisable. Mais après, je persiste à croire que c'est possible, parce que c'est quand même un milieu assez petit, assez humain et très famille. Et donc je pense que si quelqu'un a vraiment la volonté d'apprendre, je pense que ça peut arriver, vraiment. D'accord. Mais peut-être pas dans un cadre de production. Ok. Bah, très bien, je crois qu'on a quasiment terminé, donc il ne reste plus qu'une question, c'est quelle série tu nous recommanderais, quelle série tu recommanderais aux spectateurs de la chaîne? Des trucs que tu as regardé, du français, du pas français, tout ce que tu aimes. Alors, j'adore Ewawa. C'est quoi? Hey Dougie. C'est une série pour enfants qui vient d'Angleterre. C'est super bien, donc c'est un tout petit format, je crois que ça dure 5 minutes. C'est hyper simple avec des aplats de couleurs trop mignons, et donc c'est un wawa, c'est un chien scout qui... c'est un chien scout qui garde des enfants, ils sont 5 je crois, et donc à chaque épisode en fait il gagne un badge. Donc c'est le badge secouriste parce qu'il y a le chat qui est en haut de l'arbre, c'est le badge couturier parce qu'il y en a un qui a un trou dans son pantalon, il faut le réparer. Ouais. Et c'est vraiment, c'est pas bête, c'est hyper beau, moi j'adore. D'accord. Vraiment quand ça va pas, je regarde Ewawa. Je recommanderais toutes les séries sur lesquelles j'ai travaillé bien sûr, mais voilà. Ah si, en série française, Zig et Charcot 2. Zig et Charcot 2, d'accord. Donc ça c'est aussi... diffusé, ça c'est Xilab. Xilab aussi, ouais. J'ai un peu travaillé dessus, mais vraiment c'est à mourir de rire. C'est vraiment, le renouveau du cartoon à la française, c'est complètement déjanté, ça va à 1000 à l'heure, mais c'est vraiment trop bien. Et en série américaine, Gravity Falls. Gravity Falls, ouais. Ok. Je viens de le présenter. En général, c'est toujours recommandé, ouais. bizarrement. Non, chasseur de trolls, non? T'as aimé, toi? Non, j'ai regardé un épisode, j'ai pas du tout aimé. Ah, j'ai pas réussi à finir le premier, mais bon. Ah bah, ça non plus. Mais non, essaye de... Si, Rick et Morty. C'est vachement bien, mais ça, je pense que c'est un peu des dessins animés pour des gens qui font des dessins animés. C'est ce que je veux dire? Non? Moi, j'aime pas du tout. Ouais. Enfin, j'aime pas du tout, j'y vois plein de bonnes choses, mais ça me plaît pas. Et je connais beaucoup de monde qui est pas du tout dans le dessin animé, qui adore. Moi j'adore, je trouve ça crade, mais en fait ce qui me fait halluciner c'est quand je me dis putain mais comment ils ont fait ça? C'est pour ça que je me dis... Oui, moi aussi j'ai la même réaction. Ouais. Je me dis que c'est peut-être pour un public d'initiés. Bah je pense qu'on a fait le tour, donc merci beaucoup d'être venu. J'espère que c'était aussi cool pour toi que c'était pour moi. Oui. Et puis nous à bientôt. Et puis à vous je vous dis aussi à la prochaine. Merci encore d'avoir suivi, d'avoir posé des questions. On se retrouve pour d'autres recommandations de dessins animés ou d'autres décryptages du monde de l'animation. Et voilà. Ciao. Tiens, au revoir aussi. Au revoir. Je te regardais, j'étais là. Ah, t'es fini. Très bien.